bonjour aux personnes qui sont là. Je vais nous présenter. Donc, moi, je suis Frédéric Lebras et je suis directeur de l'ADES Ouest Côte d'Armor. Et Ludovic, à côté, est chargé de mission à l'ADES Ouest Côte d'Armor sur l'antenne, lui, du pays de Guingamp. Je vous présente vite fait l'ADES. On est l'association de développement de l'économie sociale et solidaire. Notre terrain de jeu, c'est l'ouest des Côtes d'Armor, à savoir Lannion-Trégor Communauté, Guingamp-Paimpol Agglomération et Leffe Armor Communauté. Et donc, on est un des pôles de développement de l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Il y en a effectivement aujourd'hui 19. Nos missions sont de favoriser les activités et l'emploi dans l'économie et solidaire. À ce titre-là, on accompagne les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans des perspectives de développement ou dans des problématiques. Et puis, on accompagne aussi les porteurs de projets d'entreprise de l'idée à la création. On est là aussi pour favoriser des projets collectifs sur les territoires d'intervention, sur le territoire d'intervention. Et donc, à ce titre-là, on peut travailler avec des structures et ça de façon très filière. Quand les gens ne s'entendent pas ou ont des difficultés de communication, on joue le rôle d'huile dans les rouages. Et puis, on lance des projets collectifs aussi, et notamment sur des aspects très citoyens, de prise de parole, par exemple, des habitants dans les communes de nos territoires. Et puis, pour terminer, on a une troisième mission autour de l'éducation à l'ESS et on a une cible spécifique qui est la jeunesse. Et donc, on travaille avec les jeunes plus spécifiquement à travers notamment des cours que l'on peut donner à droite et à gauche, à l'UCO, en lycée, dans des établissements de type collège aussi. Et on propose aussi des actions en direction de la jeunesse. On vient de finir une formation pour la jeunesse de 5 mois qui s'appelle la boîte à initiative. Donc, on va vous proposer là de vous présenter l'économie sociale et solidaire, vous dire ce qu'il en est, de ce que l'on sait, nous, et puis parler de l'innovation sociale. On est parti pour à peu près 50 minutes d'intervention et puis 10 minutes de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on fera le mieux possible pour y répondre. Concernant l'économie sociale et solidaire, vous rappelez qu'on est dans le cadre de l'économie, comme son nom l'indique. L'économie, je le remets dans son contexte, est une science sociale, une science humaine, et qu'à ce titre-là, tous les hommes, toutes les femmes ont une place à prendre dans cette économie. Ce que l'on veut dire là, c'est que l'économie n'est pas une science dure, c'est plutôt une science molle, et que ce n'est pas une histoire non plus d'économiste, c'est-à-dire que chacun a vraiment sa place dans cette économie-là, et on peut se retrouver responsable d'une entreprise, mais on peut se retrouver aussi responsable d'une entreprise au sein d'un conseil d'administration d'association, par exemple. Le social de l'économie sociale, c'est le lien social dont on parle là. Il ne s'agit pas de la pauvreté sociale, par exemple, ou des difficultés sociales. On est bien dans le lien social, ce qui veut dire qu'on parle de l'économie dans ce cadre-là. C'est comment, à travers des liens sociaux, on crée de l'activité économique. Et vous dire aussi que la solidarité, si je reprends la définition de Serge Pogam, sociologue breton, la solidarité est une multitude de liens sociaux. Donc, on est vraiment dans ce que l'on appelle une économie de réseau, une économie territorialisée où les gens sont en capacité de se rencontrer, de discuter, de se serrer la main, de se regarder et de voir ce qu'ils peuvent faire, quels projets économiques ils peuvent mettre en place. Cette dénomination d'économie sociale et solidaire fait aujourd'hui l'unanimité. Ça n'a pas été le cas dans l'histoire. On a parlé de tiers secteur, on a parlé dans les pays anglophones de non-profit sector. Aujourd'hui, tout le monde est unanime sur le terme d'économie sociale et solidaire. En France, on peut dire ce terme-là est calé depuis 1997.
Voilà, pour ce qui est de la dénomination. Donc, on peut penser au départ que l'économie antinomique avec social et solidaire, pas du tout. On est vraiment dans le contexte de liens sociaux. C'est difficile, par exemple, de commercer avec soi-même. Il faut mieux être deux. Et l'économie sociale et solidaire est dans ce cadre-là, mais de façon très territorialisée. Ça ne veut pas dire que si on est territorialisé, on est complètement déconnecté du monde. Chacun, à son échelle de territoire, travaille sur cette économie sociale et solidaire. Si vous vous baladez un peu dans le monde, vous vous rendez compte que des systèmes coopératifs existent, des systèmes associatifs existent sur tous les continents. Du coup, c'est Ludovic, là, je vais prendre la parole. On va se passer la parole de temps en temps avec Fred. J'en profite juste sur un point technique. Je vois que vous êtes nombreux à avoir les micros ouverts. Si vous pouviez juste les fermer quand vous ne prenez pas la parole et les réouvrir quand vous discuterez. Merci. Donc maintenant, on va parler de l'ESS dans l'économie. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est un des secteurs, mais on l'inclut, on va dire, dans l'économie au sens large du terme, dont il y a notamment les services publics. Donc c'est ce qu'on entend via les impôts et la redistribution, avec notamment les hôpitaux qui font partie du premier secteur, la gendarmerie, etc., les différents services publics. Ensuite, le second secteur, c'est le secteur classique, entre guillemets, celui qui est le plus connu de tous, c'est l'économie de marché, celui dans lequel la production de biens et de services est faite dans une perspective d'abord de profit. Et enfin, l'économie sociale et solidaire, qui est la mise en avant de l'intérêt collectif. C'est une société de personnes, une personne égale une voix, donc chaque personne est au même niveau que l'autre. L'idée, c'est qu'on ne fait pas de profit, c'est simplement de la sémantique, hein, mais on fait des excédents et pas du profit en économie sociale et solidaire. Et bien sûr, toujours l'humain en premier lieu et dans une perspective de développement du territoire. Alors, l'approche systémique, c'est le fait qu'on veut mettre en avant que l'économie sociale et solidaire, ici appelée les tiers secteurs, fait bien partie d'un monde global dont il y a aussi l'économie privée et l'économie publique. D'ailleurs, on sait bien que ce n'est pas cloisonné, il y a différentes entreprises qui sont passées du secteur public au secteur privé, des entreprises très connues, ou alors du secteur tiers secteur économie sociale et solidaire au secteur privé, notamment on pense aux banques, aux mutuelles, dans ce cadre-là. À ce sujet-là, clairement aujourd'hui, il est possible aussi pour une entreprise privée de passer dans le giron aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, et on en parlera tout à l'heure. Concernant l'histoire, l'histoire ne débute pas en 2008, on dit ça tout simplement parce que en 2008, quand il y a eu la crise, l'économie sociale et solidaire a été proposée, a été présentée comme la solution au problème. Elle n'est pas la solution au problème, elle est certainement une des solutions. Et puis, vous dire qu'on pouvait avoir l'impression qu'on mettait sur le tapis cette économie-là à ce moment-là. Et sachez que l'histoire est ancienne. Déjà sous l'Ancien Régime, donc avant 1789, il y avait de l'économie sociale et solidaire, le corporatisme existait par exemple, et c'était les ancêtres de l'économie sociale d'aujourd'hui. On prend quelques exemples de l'économie. Je vous parlerai des années 1840-1850 avec Jean-Baptiste Gaudin, le familistère. Jean-Baptiste Gaudin, vous connaissez certainement les poêles Gaudin, donc cette entreprise-là existe depuis très longtemps. Et Jean-Baptiste Gaudin est donc un industriel français qui fait notamment des gazinières en fonte. Il travaille la fonte. Et il lit un utopiste qui s'appelle Fourier et qui met en avant dans son livre l'idée d'un phalanstère, un endroit où on retrouverait autour de l'entreprise un monde merveilleux pour les salariés, à savoir des espaces de vie très confort, ce qui, dans le contexte de l'époque, est en complet décalage, dans le sens où on était sur une période de paupérisme,
Et du coup, la pauvreté est présente, un mal logement visible. Toujours est-il que ce phalanstère-là propose ce genre d'établissements, d'entreprises, regroupant à la fois le travail, à la fois la vie familiale, la vie sportive, la vie culturelle autour de l'entreprise. Toujours est-il que Jean-Baptiste Gaudin le met en action. Clairement, il met son entreprise au service de ses salariés. Il leur propose de se former, de rentrer au capital. Autour de l'entreprise, vous avez par exemple une pouponnière qui permet aux mamans de mettre leurs enfants en garde alors qu'elles vont travailler, par exemple. Mais vous avez aussi une piscine, par exemple. C'est aujourd'hui cet endroit, le Familistère, existe toujours. Il est visible, il est visitable. Il est du côté de Guise. Donc, si vous avez l'occasion de passer par Guise, allez visiter cet espace de logement social collectif mélangeant l'usine et puis l'éducation, puisque l'idée, c'était que chacun était en capacité d'apprendre, de s'émanciper pour prendre des responsabilités au sein de l'entreprise. Cette activité-là, autour de l'activité Gaudin, a vécu de nombreuses années heureuses jusqu'à 1968 de mémoire. Ensuite, on vous donne un autre exemple, c'est la première coopérative de consommation, les Équitables Pionniers de Rochdale. On est en 1844, pas très loin de Manchester. En fait, ce sont des tisserands qui travaillent pour des manufacturiers et qui se trouvent, on va dire, mal payés, coincés, on dira, entre le patron et puis l'acheteur qui font un peu les marchés. Et donc, ils décident de monter leur propre coopérative. Et cette coopérative-là a fonctionné pendant de très nombreuses années aussi, avec des centaines et des centaines de coopérateurs. C'est un bel exemple de ce qui était possible de faire en termes de coopératives de consommation. Vous dire qu'en 1900, à l'exposition universelle, eh bien, il y avait un espace réservé à l'économie sociale et solidaire, on en appelait à l'époque l'économie sociale, et dans lequel on parlait d'habitat collectif. Vous voyez donc que le thème de l'habitat collectif n'est pas nouveau non plus, que les coopératives existaient déjà. Enfin, vous voyez qu'on n'a rien inventé depuis quelque temps de ce côté-là. 1921, vous avez la première revue sur l'économie sociale et solidaire. C'est Charles Gide qui la lance. Sachez que vous pouvez vous abonner aujourd'hui en ligne. Elle s'appelle la RECMA, R-E-C-M-A, et vous pouvez vous abonner gratuitement à cette revue de l'économie sociale et solidaire internationale. Et puis, vous avez les 30 Glorieuses, les années 70, où on est sur une période de banalisation de l'économie sociale et solidaire, dans le sens où on a par exemple les coopératives de banque qui, petit à petit, oublient leurs valeurs et vont sur le marché, clairement, et au détriment de leurs valeurs. Et puis, vous avez les années 70, où émerge pour la première fois l'économie solidaire, une économie plus alternative, moins monétaire, basée quelquefois sur l'échange. Vous avez, pour exemple, le SEL, les systèmes d'échange locaux que l'on connaît encore aujourd'hui et qui sont un modèle de cette économie solidaire. Le bénévolat fait partie aussi de cette économie solidaire. Voilà pour ce qui est de l'histoire. Concernant les valeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est sûrement les choses les plus importantes à savoir sur l'économie sociale et solidaire. C'est important de savoir que les acteurs de l'ESS, ils veulent mettre en avant une autre approche de l'économie, qui est basée sur la primauté des hommes sur le capital. Donc, on travaille bien au service des hommes, avec une gestion démocratique. Je le disais tout à l'heure, c'est une personne égale une voix. Une non-lucrativité, donc ça veut dire que les profits... c'est-à-dire qu'on ne fait pas de profit ou alors qu'on en fait très peu et qui peut être mis par exemple au service des salariés. On connaît tous les exemples de certaines Biocop, par exemple. Et il y a également des principes de solidarité et de responsabilité pour qu'on ait une économie plus responsable qui sait répondre aux préoccupations des hommes
et des territoires. Sur la non-lucrativité, il s'agit bien de l'impossibilité de partager les dividendes ou les bénéfices ou les excédents de façon individuelle. C'est-à-dire que la non-lucrativité dit que l'on peut faire, en gros, on peut faire de l'argent, il n'y a pas de problème là-dessus, mais que ce bénéfice-là, cet excédent dont on parle dans l'ESS, doit servir à l'homme, et notamment à travers l'outil de travail. Donc c'est là la non-lucrativité. On a aussi des organismes à lucrativité limitée, ce qui veut dire qu'une partie des bénéfices sera dédiée à un partage individuel des choses et des excédents. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez l'exemple des SCOP, des sociétés coopératives et participatives, aujourd'hui, il y a une partie des bénéfices qui vont aux salariés directement et de façon individuelle. Voilà, c'est des choses, effectivement, comme le disait Ludovic, importantes. Une gestion démocratique, une voix, une personne. Ça veut dire que si on peut détenir 10 parts sociales et le collègue en détenir qu'une seule, quoi qu'il arrive au moment du vote, il n'y aura qu'une voix pour les uns et pour les autres. Concernant les statuts historiques de l'ESS, nous avons 4 grandes familles d'entreprises. Les coopératives, dont on a parlé, les mutuelles et les assurances à caractère mutuel, les associations, les plus nombreuses en fait, sont les associations, les fondations, voilà, ce sont les 4. Et donc, il y a une charte de l'ESS qui a été écrite et enregistrée en 1981, qui a entériné cette définition et ce périmètre qui est vraiment limité à ces 4 grandes familles d'entreprises. Sur les statuts dont parle Ludovic là, j'insiste sur le fait qu'il s'agit des statuts historiques. Dans l'histoire, ces 4 statuts-là sont déterminés véritablement comme les statuts de l'économie sociale et solidaire, et on parle là des statuts historiques. Une petite focale sur un de nos statuts, donc les SCOP, les sociétés coopératives et participatives qui sont soumises à l'impératif de profitabilité. Donc, comme toute entreprise, elles font du bénéfice et elles bénéficient tout de même d'une gouvernance démocratique et d'une répartition des résultats prioritairement affectés à la pérennité des emplois et du projet d'entreprise. En d'autres termes, aux salariés et aux investissements de l'entreprise. Juridiquement, une SCOP est une société coopérative, donc de forme SA, SARL ou SAS, dont les salariés sont les associés majoritaires. On vous présente ce statut-là parce que dans le cadre de Tech for Good, ça peut être intéressant de savoir que les SCOP existent et ça peut être intéressant de savoir ce qu'est un peu plus ce statut. Depuis, donc là, on vient de vous parler des 4 statuts historiques de l'ESS. Donc, retenez bien association, coopérative, mutuelle et fondation. Et à chaque fois que vous entendez ces termes-là, association, coopérative, mutuelle, fondation, vous êtes dans le cadre de l'ESS. Depuis la loi relative à l'ESS, donc la loi Hamong, donc de 2014, un 5e statut, celui de l'entrepreneur social, est apparu. Certaines entreprises, donc ce sont des entreprises qui partagent les valeurs de l'ESS. L'entrepreneuriat social consiste à créer une activité économique viable pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux. Et vous avez des exemples là devant vos yeux. Leurs dirigeants sont avant tout motivés par l'intérêt général, le for good, dont on parle dans le Tech for Good, l'intérêt général. Le profit est pour eux un moyen et non une fin en soi. Ça, c'est important. Ils cherchent à concilier initiative privée et solidarité, esprit d'entreprise et volonté de rendre l'économie plus humaine, rentabilité et partage des richesses. Les entrepreneurs sociaux réconcilient l'économie et le social via un modèle d'entreprise qui repose sur 4 piliers dynamiques: un projet économique viable, une finalité sociale et environnementale, une non-lucrativité ou une lucrativité limitée et une gouvernance participative. On peut vous donner comme exemple 4 entreprises du secteur de là où on travaille ici sur l'ouest des Côtes-d'Armor. Vous avez Auticiel, par exemple, qui fait des tablettes à pictogrammes pour des enfants autistes. Atrium Conseil, il s'agit d'assistantes sociales qui sont en libéral et qui ont une activité auprès d'un public bien spécifique. Et puis, vous avez Serva Group qui met à disposition
c'est du travail temporaire, mais avec une mission très sociale derrière, qui prend vraiment en compte les salariés. Pour être reconnu entrepreneur social, il faut demander l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Vous demandez cet agrément auprès de la DIRECT, donc la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. C'est un service de l'État. L'agrément ESUS est une porte d'entrée pour les entreprises ESS recherchant un accès au financement à partir de la collecte d'épargne solidaire, l'épargne salariale par exemple, mais ça peut être aussi recherchant des financements tout court. Et ils ont l'accès à des appels d'offres aussi venant de collectivités par exemple. L'agrément ESUS permet également aux investisseurs d'une entreprise solidaire d'utilité sociale d'accéder au volet solidaire des dispositifs de réduction d'impôts dédiés au financement de certaines catégories de PME. On vous donne les règles juste en dessous. Voilà, c'est les avantages. Mais ce qui est perçu des entreprises qui demandent l'agrément ESUS, c'est vraiment l'utilité sociale. C'est vraiment le fait d'être sur le for good pour le développement d'activités pour tous, en fait. Et ce n'est pas uniquement les avantages dont on parle là qui les amènent à endosser ce statut de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous, à l'ADES, on accompagne les structures à obtenir cet agrément ESUS. Pour être éligible à l'agrément ESUS, les entreprises de l'ESS doivent remplir les conditions suivantes. Poursuivre une utilité sociale à titre d'objectif principal. Donc, c'est clair que l'objectif de l'entreprise doit être une utilité sociale. Cet objectif devant figurer dans les statuts de l'entreprise. Ensuite, ils doivent prouver que la recherche d'utilité sociale a un impact soit sur le compte de résultat, soit sur la rentabilité de l'entreprise. On peut imaginer, par exemple, qu'une entreprise soit un restaurant, qu'il fasse travailler des personnes en situation de handicap. On peut imaginer que la rentabilité de l'entreprise ne sera pas tout à fait la même. Et donc, on est dans ce contexte-là. Donc, prouver que la recherche d'utilité sociale a un impact sur le compte de résultat, notamment, et sur la rentabilité de l'entreprise. Avoir une politique de rémunération respectant deux conditions. La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux payés, ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à 7 fois le SMIC. Et la rémunération versée aux salariés le mieux payé ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à 10 fois le SMIC. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop d'écart de salaire et que ces écarts de salaire soient réglementés. Les titres de capital de l'entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché financier. Là, de nouveau, l'idée, c'est que la valeur travail est très véhiculée dans l'économie sociale et solidaire. Il y a très peu il n'y en a pas du tout d'ailleurs, de valeur spéculation, ça n'existe pas. On n'est pas de ce contexte-là dans ce cadre de l'économie sociale et solidaire. Sur l'utilité sociale, on vient d'en parler, mais vous pouvez vous poser la question de savoir ce que c'est que l'utilité sociale. En fait, l'article 2 de la loi Hamon définit l'article social et vous dit qu'en gros, il faut soit agir avec des objectifs à apporter un soutien à des personnes fragilisées, soit concourir au développement durable, soit quelquefois un peu les deux. Voilà, on est dans ces contextes-là. Donc, pour avoir une utilité sociale dans le cadre de son entreprise, il faut être dans ce contexte-là, d'apporter un soutien aux personnes fragiles notamment, et ça de fait de situations diverses, ou concourir au développement durable, ou quelquefois, je vous dis, un peu des deux. Si je reprends l'exemple du restaurant, on peut imaginer qu'on travaille à la fois avec des publics fragilisés et que l'on travaille à la fois sur la réduction, par exemple, des déchets alimentaires ou d'autres déchets encore. Concernant les différents secteurs d'activité de l'économie sociale et solidaire, ce que l'on veut mettre en avant,
c'est que l'ESS, en fait, elle est partout, dans tous les domaines. On retrouve par exemple des coopératives dans le domaine agricole et agroalimentaire. Donc, ce sont les CUMA qui permettent aux agriculteurs d'avoir du matériel agricole mutualisé, les COP de France, ou au niveau financier, on connaît tous la BPO, le CMB, également le crédit coopératif ou la NEF, qui sont pour le coup des banques, les deux dernières, qui sont quand même plus ancrées dans les valeurs qu'on a présentées tout à l'heure. Dans le système, dans tout ce qui est bâtiment, industrie, services, au niveau local ici, on a notamment des entreprises comme Quateco, SBCI, l'entreprise Groslo. Ensuite, au niveau de la santé et des assurances, vous avez tout ce qui est la mutualité française, toutes les assurances que vous pouvez imaginer avec le terme mutuel dedans. Donc la Massif, la Maïf, la Matmut, etc. Et enfin, au niveau des associations, là, c'est aussi un domaine, enfin des domaines très larges d'activité, que ce soit la jeunesse, loisirs et culture, avec des associations comme le Carré Magique, des festivals comme Chose-Tétong, ou des associations comme le Cap Plongée. Ensuite, vous avez également le service à la personne, la solidarité internationale avec Amnesty International, le logement, l'habitat, avec les foyers de jeunes travailleurs, les auberges de jeunesse, etc., etc., etc. Ce n'est pas une liste exhaustive, vraiment. Le SS, ça touche tous les domaines possibles et inimaginables. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des choix aussi, notamment sur la techno, de s'installer en scope. Du côté de Brest, il y a une scope là, qui s'est installée il y a plus d'1 an maintenant. Ils sont autour de la techno aussi, donc ils font des choix. Et tout ça au nom de valeurs aussi, certainement quelquefois. Pour vous parler un petit peu de l'ESS en chiffres au niveau français et sur notre territoire plus précisément. Donc en France, c'est plus de 2 millions de salariés, c'est 10% des salariés au total, c'est plus de 217 000 établissements employeurs. En Bretagne, ça représente près de 150 000 salariés, plus de 13,5% des emplois. On est la région de France avec le plus d'emplois dans l'économie sociale et solidaire. La part des emplois du total au niveau de l'économie sociale et solidaire est le plus fort. On a plus de 13 000 établissements employeurs. En Côte d'Armor, c'est 27 000 salariés, 16% des emplois salariés, donc on est encore plus fort, entre guillemets, et 2500 emplois d'établissements employeurs. Et pour ce qui est plus précisément de la Notre-Dame communauté, on est à plus de 3 000 emplois et près de 12% des emplois salariés et à près de 500 établissements. Donc voilà pour ce qui était de l'économie sociale et solidaire. On pourrait passer à peu près une trentaine d'heures à vous en parler, puisque c'est des modules aussi que l'on développe. Il a fallu faire court, vous présenter son histoire rapidement, vous présenter les principes, vous présenter les acteurs que vous pourriez d'ailleurs être peut-être demain. Ce qui nous intéressait, nous, c'était aussi de vous parler de l'innovation sociale. C'est une innovation dont on ne parle pas beaucoup, qui est quelquefois attribuée à l'ESS, et on voulait aussi vous dire ce qu'on pensait de cette innovation sociale. Sur l'innovation sociale, on vous donne une définition de l'innovation sociale. L'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits. En gros, des réponses nouvelles à des besoins émergents, dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service que le mode d'organisation, de distribution dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, les discriminations, mais on pourrait dire aussi l'environnement si on ne l'a pas dit, etc., etc. Ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est qu'on ne peut innover socialement qu'avec, qu'en impliquant finalement les utilisateurs et les usagers. On ne peut pas produire des choses, des produits, des services sans l'aval des utilisateurs et des usagers. C'est eux qui peuvent nous dire si effectivement ils en ont l'usage ou pas. Donc, c'est un lien très fort qu'il faut avoir avec cet usager et ces utilisateurs. Toujours est-il que peut-être de là où vous êtes,
vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à ces utilisateurs et ces usagers-là. Sachez qu'il y a des gens autour de vous qui en ont cette capacité-là et qui sont prêts à venir discuter avec vous de ces usagers ou de ces utilisateurs, ou qui sont aussi capables de vous les faire rencontrer. Donc, il faut utiliser, si on veut rentrer dans le cadre de l'innovation sociale, il faut bien à un moment rencontrer ces utilisateurs, ces usagers. Parce que quand on crée un produit, un produit ou un service, si on ne les sollicite pas, on ne saura pas effectivement s'ils en auront l'usage et si l'usage que l'on pense qu'ils en auront sera effectif ou pas. Et c'est la projection qui n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'on pense que c'est comme ça quelquefois, mais on n'est pas à la place de l'usager. Et que c'est toujours important d'avoir cette idée de rencontrer, d'être dans la relation à l'utilisateur et à l'usager. Concernant l'innovation sociale, Tech for Good, donc on est dans le cadre de la technologie au service du bien commun et de l'intérêt général. L'innovation sociale, innovante au même titre que l'innovation technologique, oui, l'innovation ne doit plus être uniquement associée à la technologie, car beaucoup de démarches d'innovation sont d'ordre organisationnel, social, citoyenne, liées aux usages. L'innovation est de plus en plus collaborative, de plus en plus rapide et propose des offres en rupture avec l'existant. Elle est de plus en plus co-conçue avec l'usager final dans le cadre d'un processus qui ne se limite plus au couple chercheur-industriel. Et pour ce couple chercheur-industriel qui voudrait quelquefois en rester là, nous, on l'a vécu sur des expériences où quelquefois, on a des gens qui travaillent sur la techno, par exemple, et qui pensent apporter des solutions parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une difficulté, il manquait un maillon, un outil pour pouvoir faire en sorte que l'usager ait réponse à ses besoins. Or, il n'y a jamais eu de sollicitation ni des acteurs qui accompagnent les usagers, ni sollicitation des usagers eux-mêmes. Et il y a un décalage complet parce que quand on rentre dans l'innovation sociale, il est aussi nécessaire d'avoir des compétences que quelquefois en techno, on n'a pas forcément. Animer un groupe de personnes en situation de handicap, par exemple, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et il y a des gens qui connaissent ça et qui sont capables aussi de venir travailler sur la tech et d'accompagner des projets tech, mais parce qu'ils ont, eux, la connaissance de ces publics-là. Donc, on voit bien que la technologie, on parle souvent d'innovation technologique, on parle très peu d'innovation sociale. Quelquefois, on pense même que l'innovation tout court, c'est l'innovation technologique, mais l'innovation sociale est bien présente. Et il y a d'autres formes d'innovation qui existent, et bien heureusement. Toutes ces nouvelles formes d'innovation sont mal prises en compte dans les dispositifs d'accompagnement et de financement de l'innovation. C'est ce qu'on peut remarquer, nous, de là où nous sommes. L'innovation sociale se situe dans ce contexte et doit s'associer à toutes les démarches qui plaident pour une vision élargie de l'innovation. Finalement, Tech for Good, ouais, la technologie pour le bien général, le bien commun, mais peut-être encore plus l'innovation tout court pour le bien commun et pour l'intérêt général. Les principaux acteurs de l'innovation sociale, on vous les donne assez rapidement là, ils sont 4. Vous avez les associations Loi 1901, donc le plus grand laboratoire d'innovation sociale en France. C'est clairement là que sont innovées des tas de choses. Aujourd'hui, si je prends sur l'innovation sociale, le marché bio vient du milieu associatif, et ça, il y a déjà pratiquement 50 ans. Les fondations d'entreprises, les fondations reconnues d'utilité publique, les entreprises sociales, dont on a parlé tout à l'heure, dans tous les secteurs d'activité, et puis les collectivités territoriales qui aujourd'hui doivent répondre aux besoins et au mieux aux besoins des populations. Et ça, ils y répondent par de l'innovation sociale aussi, et dans l'idée de
d'atténuer les coûts. Voilà. Voilà les quatre principaux acteurs de l'innovation sociale. L'innovation sociale peut-elle être développée par les entreprises dites classiques? La réponse est oui. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont des acteurs historiques et jouent naturellement un rôle de premier plan dans la recherche de solutions innovantes aux besoins sociaux peu ou mal couverts, mais ils ne sont pas pour autant les seuls à développer des innovations sociales. Aujourd'hui, les entreprises, lorsqu'elles concourent à la réponse d'une problématique sociale particulière, produisent aussi de l'innovation sociale. La RSE contribue à ce que les entreprises classiques, par exemple, innovent socialement. Est-ce que les principaux besoins sociaux auxquels répond l'innovation sociale, quels sont ces principaux besoins sociaux? Des besoins de notre société, encore peu ou mal couverts, et pour lesquels l'innovation sociale est importante, sont nombreux. Voilà. Il peut parfois s'agir de problématiques structurelles, comme l'emploi ou le logement, ou des problématiques émergentes comme le vieillissement de la population, les nouvelles formes d'exclusion sociale, la petite enfance, la protection de l'environnement. Vous voyez bien qu'il y a des entrées quelquefois qui sont très générationnelles, et puis il y a des choses beaucoup plus d'utilité, beaucoup plus larges, telles que la protection de l'environnement dont on parle aujourd'hui, gestion de l'eau, des déchets alimentaires, l'économie circulaire, les énergies, une réflexion là-dessus. Vraiment, on est sur des dimensions de développement durable, aussi dans l'ESS, l'innovation sociale contribue à trouver des solutions pour des problématiques d'aujourd'hui. Que l'on peut dire sur l'innovation sociale, et pour terminer, l'innovation sociale n'est pas exclusive aux structures de l'ESS, comme d'autres innovations ne sont pas exclusives à l'économie classique. Or, quelquefois, quand on entend les discours, on entend bien ESS, innovation sociale, et puis on s'arrête là. C'est comme si on en avait l'exclusivité. Clairement, non. Et de l'autre côté, nous aussi, on a à exploiter l'idée d'innovation technologique ou technique. Et d'ailleurs, on a des entreprises sur le territoire sur lequel on travaille qui innovent techniquement. L'innovation sociale implique de travailler ensemble. On l'a bien entendu tout à l'heure, ensemble au sens très large. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'usager pour innover socialement, mais on a aussi besoin d'avoir de la diversité d'acteurs pour pouvoir créer de nouveaux produits, tout simplement parce que d'être sur la technologie, ça ne suffira pas parce qu'on n'aura pas la connaissance des usagers dont on parle, et il faut peut-être aussi aller rencontrer. C'est vraiment une incitation là à aller rencontrer des acteurs qui, eux, font autre chose et sont plus en relation avec les usagers. Voilà. Et puis, les usagers eux-mêmes sont à rencontrer, et faut-il en avoir la possibilité. Et les intermédiaires peuvent être ces professionnels qui, au quotidien, travaillent auprès d'usagers, par exemple. Entre vous, techniquement et technologiquement, il est possible d'innover, ça j'entends bien, mais il faut le faire avec des professionnels connaissant notamment les publics, connaissant l'environnement quand il s'agit de sujets qui concernent l'environnement, qui peuvent apporter des compétences fines pour comprendre les usagers. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'animation, la compréhension de public demandent des compétences et que certains, dans d'autres secteurs d'activité, développent. On parle d'ailleurs d'ingénierie sociale. Ça existe, l'ingénierie sociale. Donc, nous, ce qu'on peut dire à l'ADES, et ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un décloisonnement dans l'intérêt toujours de l'usager et à la fois de l'environnement, au sens large. À la fois, décloisonnons l'économie sociale et l'économie classique et travaillons plus ensemble au bénéfice toujours de l'usager. Innovons l'innovation sociale, l'innovation technologique, innovons technologiquement, mais innovons socialement aussi. Et ce qu'invite la Tech for Good aujourd'hui, c'est aussi ça,
Et c'est un premier pas, nous l'espérons, vers d'autres outils mis en place pour qu'il y ait vraiment l'innovation tout court mise en place et qu'on arrête de la catégoriser sociale ou technologique. Finalement, ce qui est important pour l'usager, c'est l'innovation tout simplement. Je crois que nous avons fait le tour. On a mis 3/4 d'heure à peu près. On avait dit 50 minutes. On est un peu en avance. Maintenant, on est prêt à écouter vos questions si vous avez des questions.